Bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire où on va parler allaitement. Donc, nous allons aujourd'hui vous présenter le référentiel allaitement maternel du réseau de périnatalité Occitanie. Alors, rappelons rapidement les modalités du webinaire. Donc, tous les micros et caméras sont inactivés pour tout le monde. Vous pourrez poser des questions tout au long de la présentation et ces questions-réponses seront abordées en fin de présentation. Et ensuite, en fin de session, vous aurez un questionnaire avec une enquête de satisfaction. Également, vous pourrez proposer des thématiques pour de nouvelles sessions. Le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains sur le site internet du réseau de périnatalité Occitanie. Donc, nous allons faire une présentation des intervenants. Donc, je me présente, je suis Jessica Coquenas, sage-femme au réseau de périnatalité Occitanie, référente du projet allaitement. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés donc, de Séverine Lacroix, qui est sage-femme au CH de Rodez et qui fait partie du COPIL allaitement du réseau périnatal Occitanie, et de Anne-Flore Bruni-Bizet, qui est pédiatre libérale sur la ville de Nîmes. Ce webinaire a été fait avec la collaboration du pôle parcours du réseau de périnatalité et du pôle communication du RPO. Alors, nous allons voir le contexte, le contenu, les perspectives, les outils, et puis nous finirons sur les questions-réponses. Alors, pourquoi un webinaire référentiel allaitement aujourd'hui? Go pour l'allaitement. Éduquer, promouvoir, soutenir. C'est le message dynamique de la Semaine mondiale de l'allaitement qui fête ses 30 ans. À cette occasion, le RPO est ravi de pouvoir vous présenter son référentiel régional. Alors, on va commencer par une présentation rapide des résultats de l'enquête nationale périnatale 2021 sur l'allaitement maternel. 74,2%, c'est le taux d'allaitement maternel initié à la maternité en France. 56,3% des femmes allaitent exclusivement leur enfant en 2021. En Occitanie, 67,5% des femmes allaitent leur nouveau-né de manière exclusive ou mixte, contre 69,7% au niveau national. Le taux d'allaitement maternel exclusif à 2 mois au niveau national est de 34,4%. On voit bien que ce taux, du coup, chute. À l'accouchement, elles étaient 64,8% à souhaiter un allaitement maternel exclusif le plus longtemps possible. On peut noter qu'il y a un renforcement des professionnels référents en allaitement dans les maternités, puisqu'il y a eu une augmentation du nombre de professionnels référents, mais la plupart du temps, ces référentiels sont à temps partiel. 30,2% des patientes ont bénéficié de soutien pour des difficultés dues à leur allaitement depuis leur sortie, soit par visite à domicile, des consultations ou encore des consultations téléphoniques. 16,8% des patientes n'ont bénéficié d'aucun soutien alors qu'elles l'auraient jugé utile. Et l'allaitement est parfois compliqué, enfin il est évoqué parfois compliqué par les patientes dans 48,7% des cas. Nous attendons les résultats des données de l'enquête EpiFan qui évoqueront plus en détail les difficultés rencontrées dans la mise en place de l'allaitement maternel et l'évolution de l'alimentation la première année de vie. Donc l'OMS en fait a recommandé un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie et la poursuite de cet allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans ou plus. Mais comme on le voit avec les résultats que je vous ai énoncés juste avant, on voit bien qu'on est en deçà de ça. Et les facteurs d'échec d'allaitement maternel sont multifactoriels. Et on sait que ceux liés aux pratiques de soins dans les maternités sont repérés dans les études. Les difficultés rencontrées au cours de l'allaitement en maternité concernent les mères, les nouveau-nés et les soignants. Les mères qui peuvent présenter des problèmes physiologiques ou psychologiques, les nouveau-nés qui présentent des troubles physiologiques ou adaptatifs, et les soignants qui sont parfois peu ou mal formés. Aussi, les courtes durées de séjour ne permettent pas d'optimiser un bon démarrage de l'allaitement. Alors, un référentiel allaitement régional a été créé afin que les professionnels de santé puissent s'appuyer sur un document de référence validé scientifiquement. Ce référentiel a été réalisé par de nombreux professionnels de la région Occitanie. Il a été initié depuis de nombreuses années. En effet,
il est le résultat de la fusion des deux référentiels préexistants, celui du groupe régional d'allaitement maternel du réseau périnatal NGLR, qui avait été finalisé après une enquête initiée en 2010 et finalisée en 2013, et celui du groupe de travail du réseau Maternip, qui lui, en fait, avait été initié après une enquête en 2014 et qui avait été finalisée en 2016. Donc, on profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier tous les professionnels pour leur implication et pour tout le travail fourni à l'élaboration de ces deux référentiels. Le référentiel allaitement maternel, il est constitué de fiches thématiques qui peuvent être bien évidemment intégrées au protocole déjà préexistant dans les maternités. Par ce référentiel, le RPO accompagne la diffusion et la mise en œuvre des recommandations de la HAS et des sociétés savantes. Je laisse maintenant la parole à Séverine Lacroix, donc sage-femme au CF de Rodez, qui a participé à l'élaboration de ce référentiel. Elle va vous présenter les objectifs et le contenu du document. Excusez-moi, c'est bon. Bonjour à tous. Donc, ce référentiel a pour objectif de répondre à l'harmonisation des discours, que ce soit au niveau des patientes comme au niveau des professionnels, de répondre également aux principales questions que les professionnels peuvent se poser, de donner des bases scientifiquement prouvées sur un bon démarrage de l'allaitement, puisque ce document de référence, il est validé scientifiquement. Ouais, ah bon. Alors, nous avons créé ce référentiel à partir de 11 actions prioritaires. Ces 11 actions prioritaires, que nous verrons dans la diapo tout à l'heure, sont basées sur les 12 recommandations IHAB qui sont faites pour respecter le rythme et les besoins du nouveau-né et de ses parents. Et ces recommandations c'est une véritable démarche afin de placer le nouveau-né et sa famille au cœur de systèmes de soins. Et d'autres démarches accompagnent actuellement avec le NIDCAP, les 1000 premiers jours, enfin, tout ce que vous savez sur tous les différents labels là, qui sont en train de se mettre en place. Voilà, donc ce référentiel est basé sur ces 11 recommandations pour le moment, puisque nous sommes en train d'en créer d'autres. Nous allons en créer d'autres. Donc, je vais vous présenter un petit peu les unes après les autres ce de quoi il s'agit. Dans la première action, c'est d'informer toutes les patientes en anténatal. Effectivement, dans ce référentiel, vous avez c'est un lien complètement avec les recommandations numéro 3 IHAB. Donc, dans ce référentiel, vous avez tout ce qui est info spécifique et importante pour mettre en œuvre la question: comment envisagez-vous de nourrir votre bébé? On a aussi les bénéfices qui sont sur cette fiche, tous les bénéfices en lien avec l'allaitement maternel. Il y a aussi également une info sur l'accouchement prématuré, avec l'importance de donner une information déjà en anténatal, si c'est possible, lorsqu'elle est soit hospitalisée, lorsqu'elle est à risque. Voilà, donc là, je ne détaille pas, mais on a scanné, on a scrimé une page du référentiel, qui est en fait une page clé, qui est une page où on voit toutes les questions, des pistes de réflexion que les mamans se posent, et puis on peut y répondre de cette façon-là. Ensuite, nous allons aborder la question du pot à pot en salle de naissance. Donc, cette question-là, c'est basé sur les recommandations IHAB numéro 4 et 5. Bien sûr, il s'agit d'un pot à pot ininterrompu, dont les bénéfices sont largement décrits dans le référentiel. Nous vous avons amené également des protocoles de pot à pot qui peuvent intéresser certaines maternités. Vous avez tout ça dans la fiche 4 du coup, du référentiel allaitement. Et il y a également un tableau synthétique sur les bonnes pratiques, les conduites à tenir lorsqu'un enfant naît et qu'on le laisse en pot à pot, afin que le professionnel se sente aussi sécurisé sur la surveillance qu'il doit faire. Ensuite, nous parlons donc des conseils d'allaitement en signe d'éveil. Donc, c'est donc toujours pareil en lien avec les recommandations numéro 8 et 5 du label IHAB. Et c'est dans la fiche 5, donc tout ce qui concerne la mise en place de la lactation. C'est assez exhaustif, et je précise juste que le réseau a travaillé sur 2 affiches en ce qui concerne les signes d'éveil qui sont disponibles auprès du réseau. Ce sont les fiches d'un nouveau-né à terme et des affiches sur le nouveau-né prématuré, donc des affiches qu'on peut largement diffuser dans les chambres, dans les couloirs, afin que les mamans déjà aient une info là-dessus.
Les tétés, donc le point 4, ce sont les tétés sans restriction de durée ou de fréquence. Donc ça fait partie également des recommandations IHAB 8 et 5. Donc vous avez tout un chapitre sur la fiche 8 qui concerne la physiologie de lactation, qui est très exhaustive aussi. Et la fiche 5 qui est la mise en place de la lactation, avec tout ce qui est transfert de lait, succion efficace, évolution du rythme du nouveau-né pendant le séjour à la maternité et l'évolution du couple mère-enfant. Pareil, là, il y a un petit scrim sur le tableau qu'on a pu mettre dans le référentiel. Il y a également des synthèses à chaque fin de chapitre, à chaque fin de fiche. Et là, par exemple, c'est une synthèse qui vous montre les éléments qui peuvent influer la lactation. Elle est sur la fiche 3. Alors, le point 5, c'est s'assurer que toutes les tétées sont efficaces. Donc, succion, transfert de lait, déglutition. Donc, il faut effectivement, en lien pareil avec des recommandations pour que les mamans apprennent à reconnaître les tétées efficaces. Il faut bien sûr l'observation clinique, mais il faut des fois des supports. Dans les supports, c'est dans la fiche 5 qui est la mise en place de la lactation et un petit tableau de synthèse sur l'observation clinique d'une tétée efficace, d'un transfert de lait efficace et par exemple d'une succion non nutritive. De nombreuses affiches décrivent aussi les positions maternelles. Le point 6, c'est apprendre à toutes les mères à réaliser l'expression manuelle. Donc ça fait partie aussi des recommandations IHAB numéro 5. Ce sont des techniques à montrer. Il faut s'assurer que la patiente a compris. Vous avez dans la fiche 5 la mise en place de la lactation, une fiche dédiée à ça, ainsi que dans la difficulté d'allaitement, dans la fiche 6, où nous en reparlons, puisque ça fait partie des prises en charge de certaines difficultés. Le point 7, c'est de ne pas donner de complément de lait artificiel hors indication médicale. Donc, ça fait partie des recommandations IHAB numéro 6. Du coup, c'est une fiche qui va être bientôt réalisée de manière un peu plus exhaustive que ce que nous avons déjà mis dans le référentiel allaitement. Nous nous servons aussi également pour donner des compléments de lait maternel, la fiche 7 qui est l'utilisation du tire-lait, dont on vous parlera un peu plus tard. Voilà, donc le complément, c'est un indicateur de difficulté, c'est une situation qui est à réévaluer à chaque fois. Donc, c'est tout le référentiel qui fait référence à ça à chaque fois et la fiche complément sera faite un peu plus tard. Informer les patientes sur les bénéfices-risques des sucettes. Alors, la sucette n'est pas interdite, hein, c'est la recommandation IHAB numéro 9 qui en parle, mais elle ne doit pas remplacer une tétée. Il y a une information éclairée qui doit accompagner cette utilisation. J'en profite pour vous dire que dans la fiche 5, mise en place de lactation, on aborde également les points de stade de vigilance du nouveau-né, rythme sommeil, éveil, tout ce qui concerne les pleurs et les fameuses coliques du nourrisson. Dans la fiche 9, donc, accompagner l'utilisation des bouts de sein en silicone. C'est très important puisque nous savons qu'il y a eu un grand usage en maternité. C'est également un indicateur de difficulté. Il y a des indications pour cela. On sait que quand même la douleur, c'est la première cause d'arrêt de l'allaitement, donc il ne faut pas négliger un outil adapté, mais il faut toujours accompagner la patiente et à la mise en place du bout de sein et également lors de l'arrêt de cette utilisation. Vous avez tout ça de manière exhaustive dans la fiche 6 qui concerne les difficultés de l'allaitement maternel. L'action numéro 10, c'est d'adresser la patiente à un professionnel de santé dès la sortie de maternité. Donc, il faut informer la patiente qu'il y a des soutiens possibles sur l'alimentation de son nouveau-né. En matière d'allaitement, bien sûr, il y a des professionnels de santé qui y sont déjà, mais il peut y avoir des difficultés un peu plus exhaustives. Nous avons essayé de mettre en place une feuille de liaison. Il y a un exemple dans la fiche, pour peut-être amener un peu plus de transmission ciblée et peut-être plus faire du lien entre l'hôpital et les professions libérales ou les professions PMI, etc., les médecins qui s'occupent après de l'allaitement. Voilà, et la fiche 6 concerne tout ce qui concerne toutes les difficultés de l'allaitement. Donc, elle est là pour étape diagnostique, effectivement, puisqu'il y a une synthèse sur cela.
Et on accompagne, et dans cette fiche, on est là pour accompagner donc toutes les difficultés d'allaitement qui sont les douleurs de sein, les engorgements, les mastites, les causes de douleurs sur le mamelon, les difficultés à téter chez le nouveau-né, l'insuffisance de lait, et on finit avec le REF et l'hyperlactation. Voilà, donc ce sont des fiches de synthèse que vous trouverez également dans le référentiel. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Séverine. Donc voilà, on vous a pas présenté le contenu en entier de tout le référentiel parce qu'on vous invite vraiment à aller le voir et à l'utiliser si vous en avez besoin. Mais c'était un petit peu pour vous présenter comment est-ce que ce référentiel a été constitué. Voilà, et donc on vous invite vraiment à aller le consulter. Je laisse maintenant la parole au docteur Bruni Bizet, qui est pédiatre libéral sur la ville de Nîmes. Elle va vous présenter en fait les perspectives de ce référentiel. Bonjour à tous. Donc effectivement, le référentiel, c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile et qui est de toute façon essentiel pour moi pour l'allaitement dès la maternité. Le souci, c'est que ayant déjà travaillé pour le réseau il y a 10 ans, le réseau de l'Est, je pense que le début du travail, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est pour ça que ce webinaire me paraît essentiel, c'est qu'il faut bien sûr que vous ayez accès à ce référentiel, mais que surtout, vous l'utilisiez et qu'on continue à travailler tous ensemble au niveau d'Occitanie pour avancer sur ce gros travail de mise en forme, en fait, du soutien à l'allaitement. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir déjà à travailler avec toutes les personnes qui ont mis à jour ce référentiel, mais le travail n'est pas fini. Donc, il y a des fiches supplémentaires qui vont voir le jour pour le suivi à domicile, parce qu'on s'est rendu compte, et vous l'avez vu dans les chiffres qui ont été présentés au début, que le gros souci, malgré le travail qui peut être fait en maternité, et même si tout le monde est bien informé et formé à l'allaitement, on a après une chute de l'allaitement maternel au retour à domicile. Donc, le relais, pour moi, avec le domicile est essentiel. C'est pour ça que je continue à travailler sur des référentiels d'allaitement à la maternité, parce que pour moi, ils peuvent être utiles à toutes les étapes de l'allaitement. Et donc, c'est important, je pense, de vraiment travailler sur le lien entre la maternité et la personne qui va faire après le soutien auprès de la mère à domicile. Donc, il faut vraiment qu'on mette en place, c'est une des points aussi de l'IHAB, c'est vraiment important de travailler maintenant sur le lien avec le libéral et la prise en charge après. Ce qui m'amène aussi à souhaiter qu'on travaille sur de l'allaitement au long cours, parce que c'est vrai qu'on commence à bien aider les mamans maintenant au démarrage de l'allaitement et à bien connaître la physiologie de la lactation dans les premières semaines de l'allaitement, mais on a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas soutenir les mamans pour les moments plus tardifs, comme la reprise du travail, ou celles qui souhaitent allaiter jusqu'aux 2 ans, comme c'est conseillé par l'OMS, car on passe sur un allaitement et une lactation différente. Et autant on a beaucoup de formations sur les débuts d'allaitement, on en a moins sur les allaitements au long cours. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure pour l'utilisation raisonnée des compléments, car on sait que ce sont un des facteurs de risque d'une diminution du nombre d'allaitements en tout, mais aussi de la capacité de la mère à croire en son allaitement. Donc, les allaitements sont moins longs et ils sont souvent seulement mixtes. Donc ça, c'est pour les fiches, pour moi, à travailler, enfin pour nous, à travailler pour étoffer ce référentiel. Et puis pour les professionnels, pour justement continuer l'action de formation et d'information, ce qui nous semble manquer là actuellement, c'est une fiche sur les rythmes du nouveau-né, parce que les rythmes d'un nouveau-né allaité sont différents quand il prend le sein et quand il prend le biberon. Et donc, pour que les conseils soient donnés de façon informée, il nous semble important que les professionnels soient un peu remis à jour du rythme du nouveau-né allaité. Et puis sur les réglettes de taille de tétrelle aussi, parce que même si des professionnels vont conseiller à un moment donné, en cas de difficulté, un tire-lait ou en pensant bien faire pour soutenir l'allaitement, s'ils ne connaissent pas le matériel et qu'ils ne conseillent pas la bonne taille à la maman, on peut se retrouver avec d'autres difficultés.
Donc, ce support, comme je vous l'ai dit, il est pour les maternités, mais pour moi, il s'adresse aussi à tous les libéraux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas seulement les médecins généralistes et les sages-femmes et les pédiatres, mais aussi les pharmaciens, les PMI, peut-être les lieux d'accueil. En tout cas, c'est ce que confirme l'IHAB en voulant former à minima au moins toute la maternité, même le personnel d'accueil, en fait, le personnel administratif à l'allaitement et même l'anesthésiste ou le chirurgien dans une maternité IHAB pour que tout le monde ait une base, un socle commun, je pense que même au niveau libéral, il faudrait que toutes les personnes, tous les professionnels de santé, en tout cas auxquels s'adressent les femmes, aient un socle commun. Donc, je pense que la diffusion de ce référentiel ne devrait pas se limiter aux maternités, mais à l'ensemble des territoires en fait concernés. Donc, la diffusion, ben, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est pour essayer de partager notre passion et notre envie de soutenir l'allaitement maternel, et ce, à tous les niveaux du soutien à la maternité, ensuite en ville et pour toutes les professions. Il nous semble important pour que vraiment ce référentiel soit utilisé, que chaque structure, que ce soit la maternité, la PMI, mais pourquoi pas une pharmacie, mette un référent allaitement au sein de son équipe, qui puisse lui bien maîtriser le référentiel et pouvoir le diffuser à partir de ce référent, parce que ce référentiel sinon risque de rester dans un placard et d'être très peu utilisé. Et il est bien sûr d'accès sur le site internet du RPO, d'accès libre, pour pouvoir justement faciliter cette diffusion. Par ailleurs, donc, le RPO a mis en place des formations pour augmenter vos connaissances. Je sais que vous êtes déjà bien formés, mais on doit toujours se reformer. C'est toujours intéressant de rencontrer les personnes qui partagent notre envie de soutenir cet allaitement et de partager de nouvelles données scientifiques aussi autour de la lactation et de l'allaitement. Donc, il y a une formation qui est proposée de 2 jours et si possible en intra-établissement. Donc, je pense que pour tout le monde, c'est plus pratique d'être à la fois dans son établissement pour voir vraiment comment ça se passe au niveau de cet établissement à l'heure où on débute la formation, pouvoir faire un état des lieux et en même temps s'enrichir mutuellement en équipe pour avoir vraiment le même langage. C'est plus facile aussi pour vous quand on travaille à un endroit d'avoir accès à la formation plutôt que de devoir traverser toute l'Occitanie pour y avoir accès. Et ce qu'on souhaiterait aussi, c'est bien sûr de pouvoir l'ouvrir à la ville avec les libéraux et la PMI. Bien sûr, dans ce travail de diffusion du référentiel, il nous paraît important de l'évaluer, de s'assurer dans quelques mois que vous le mettez bien en œuvre dans les maternités, mais aussi, comme je vous l'ai dit, de façon plus étendue. Grâce à la mise en place d'un référent par structure, à mon avis, ce serait essentiel. Donc voilà, on attend toutes les bonnes volontés qui veulent aider à la diffusion de ce référentiel sur leur structure ou sur leur département. Et puis, ce qui nous paraît important aussi, c'est d'évaluer auprès des patientes si la mise en place de ce référentiel permet un langage commun à tous, peut améliorer leur prise en charge en maternité et dans les suites de leur allaitement. Nous avons comme autre projet de créer des webinaires en lien avec la thématique sur l'allaitement. C'est pour ça que ce serait intéressant de nous mettre en question-réponse les sujets que vous souhaitez aborder, vous, en ce qui concerne la lactation, l'allaitement ou au cours ou à la maternité. Je crois que j'ai tout dit sur la diffusion. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je voulais juste rajouter, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur le contenu du référentiel lorsque vous l'utilisez. Si vous estimez qu'il ne vous apporte pas des réponses suffisantes ou des réponses adéquates, c'est vraiment, ce référentiel fait vraiment l'objet d'un travail qui est continu avec des mises à jour qui sont régulières. Donc, vous pouvez faire des retours, soit directement au RPO, ou soit par l'intermédiaire de votre référent
si vous en avez un du coup sur votre territoire ou dans votre structure qui fera le lien avec le RPO. Donc, nous allons voir du coup quelques outils. Ben, en fait, comme on le disait au début du référentiel, voilà, le référentiel à l'aide maternelle est finalisé. Il est disponible du coup sur le site internet du réseau de périnatalité, avec également le référentiel sur l'allaitement du nouveau-né prématuré, nouveau-né hospitalisé, en unité séparée, prématuré ou malade. Comme lien, nous vous mettons également les recommandations pour la pratique clinique du Conseil national des sages-femmes qui sont sorties en 2021 sur l'initiation et le soutien à l'allaitement maternel. Ils ont également mis en place une fiche, une sorte de fiche de liaison, une fiche de transmission, comme vous en parliez tout à l'heure, Séverine, pour faire le lien avec entre la maternité et la ville. Donc, il y en a une disponible dans le référentiel, mais voilà, la fiche fournie par le Conseil national des sages-femmes est intéressante. Donc, vous pouvez la retrouver en PDF, soit directement sur le site du Conseil national des sages-femmes. Et également, il existe une petite vidéo qui a été faite, une vidéo tuto autour de la grossesse sur les conseils, sur les bénéfices de l'allaitement. Cette vidéo, elle est formée sous des questions clés, un petit peu comme ça fait écho sur la fiche 1 sur les bénéfices de l'allaitement, où on a des questions, les questions fréquentes et récurrentes, où les patientes, les questions qu'elles se posent pendant leur grossesse, et bien on peut leur apporter déjà un premier élément de réponse. Et donc, cette vidéo est intéressante. Donc, pour contacter le réseau, vous pouvez contacter le réseau par mail. Il y a aussi donc, le site internet du réseau. Et puis, il y a un catalogue de formation disponible sur le site internet du RPO. Le RPO est également sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou YouTube. C'est d'ailleurs sur YouTube que sera mis en ligne le replay de ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre attention. On va maintenant en venir aux questions, s'il y a des questions qui ont été posées. Alors, il y a question, y a-t-il une fiche pour les lactariums? Non, il n'y a pas de fiche pour les lactariums. Alors, on a juste l'adresse des lactariums sur le référentiel prématuré, où en fait, il y a le lactarium de Bordeaux et celui de Montpellier, mais effectivement, il n'y a pas encore de fiche sur les lactariums. Après, où trouver le référentiel? Est-il possible de le recevoir en version papier? Alors, le référentiel, il est disponible sur le site internet du réseau de périnatalité Occitanie, dans un onglet qui s'appelle Conseil scientifique, où là, vous avez accès à tous les référentiels du réseau périnatal Occitanie qui ont été validés par le Conseil scientifique, et vous aurez même le replay juste à côté. Alors ensuite, pour la version imprimable, c'est vrai qu'à ce jour, le réseau n'a pas prévu de l'imprimer, mais je vous invite à nous contacter et voilà, on peut peut-être voir aussi ensemble si voilà, chaque maternité peut avoir un document dans son service, mais je vous invite du coup à nous contacter directement. Alors, en parlant d'allaitement au long cours, prescrivez-vous du fer chez les enfants allaités uniquement au sein, mais pas diversifiés, bien sûr, après 1 an? Si oui, à quelle posologie durée? C'est une question plutôt pour le docteur Brunet-Glizé. Ouais, excusez-moi, j'avais pris mon micro, je rentrais la case. Donc non, je ne prescris pas du tout du fer chez les enfants allaités au long cours. C'est pas parce qu'on a rajouté du fer dans les formules infantiles qu'il en faut forcément, de façon systématique. On pense qu'effectivement, ça peut être important pour lutter contre les infections, mais quand un enfant est bien diversifié et qu'il a du lait maternel, il n'a pas de raison d'être plus malade ou d'être carencé en fer qu'un autre enfant.
Donc non, je ne prescris pas du fer de façon systématique. Je prescris si j'ai des signes cliniques ou des infections répétées, comme chez n'importe quel enfant nourri au biberon. Chirurgie d'une maman. Tu peux recommencer, on n'a pas... Pardon. Je n'ai pas entendu la question là. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Y a-t-il On n'entend rien. Vas-y. Y a-t-il des fiches sur l'allaitement pendant une hospitalisation pour chirurgie d'une maman? On évoque l'abcès du sein. Donc, on ne l'évoque pas, d'ailleurs, on en parle dans la fiche. Voilà, il faudrait plus précisément, peut-être, il n'y a pas de fiche dédiée à l'hospitalisation de la maman et une chirurgie, mais si c'est sur la chirurgie du sein, on en parle, oui. Après, c'est les mêmes conseils que pour une séparation mère-enfant, en fait. Que ce soit pour la reprise du travail ou pour une hospitalisation ou pour voilà, une chirurgie de la maman. On fait voilà, les mêmes conseils avec un soutien en amont, avec des réserves de lait et en fonction après de l'intervention du produit. Enfin, ça peut, il n'y a pas de fiche précise, mais on peut retrouver ce qu'il y a à faire en fonction des autres fiches, on va dire. Puis il y a une fiche séparation. La fiche que vous retrouverez, c'est la fiche utilisation du tire-lait. La fiche 7. Voilà, c'est la dernière fiche donc, où on évoque pourquoi est-ce qu'on l'utilise, quand et comment. Voilà. Alors, quid du travail à faire avec les pharmacies qui sont sollicitées pour des douleurs ou questions et prescrivent des compléments? Oui, je crois que nous sommes tous conscients du travail qu'il y a à faire avec les pharmacies. Il y a certaines pharmacies où des pharmaciens s'intéressent et se forment à l'allaitement. C'est vraiment un souhait là du réseau d'ouvrir, et le docteur Bruni-Bizet l'a bien dit, on aimerait vraiment que ce référentiel ne se cantonne pas seulement aux maternités, mais également à la ville. Et quand on parle de la ville, on parle bien sûr aux professionnels de premier recours, et on sait que les pharmaciens en font partie. Donc on est conscient de ça, et on va vraiment essayer de travailler dessus. Il y a des pharmaciens qui sont amis de l'allaitement, hein? Tout à fait. Il y a des pharmacies amies des bébés, tout à fait. C'est un label qui est en train de se monter et on invite les pharmaciens. Je crois qu'on a même trouvé peut-être un référent pharmacien pour notre groupe allaitement. C'est ça. Régional. Alors, quid de la vitamine D et K? La vitamine K, en fait, maintenant, dans les nouveaux protocoles au niveau des maternités, on la donne uniquement à la naissance et à J3. Et on ne fait après qu'une seule dose. Alors, en fonction des maternités, ça diffère, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais en tout cas, on ne fait ensuite qu'une seule dose en général à 1 mois de vie, normalement, pour les enfants, j'entends bien, nés à terme, en bonne santé, de poids normal, quand l'enfant est allaité, pour prévenir de la maladie hémorragique donc du bébé. On ne fait plus de la vitamine K toutes les semaines, pendant des mois, comme on le faisait en cas d'allaitement long. Maintenant, on ne donne qu'une dose à 1 mois de vie après la sortie de la maternité. Et pour la vitamine D, on donne la même dose maintenant à tous les bébés, qui soient allaités ou au sein ou par biberon avec des préparations pour nourrissons. Alors, il serait intéressant aussi de ne pas donner systématiquement des anti-inflammatoires aux patientes qui veulent allaiter. Cela retarde la montée de lait. Alors, c'est la douleur qui retarde une montée de lait puisqu'on n'est pas sur un bon climat hormonal. Donc, toute prise en charge de la douleur, au contraire, doit être optimisée pour que les mamans se sentent bien. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et les anti-inflammatoires, ça ne retarde pas les montées de lait. La douleur empêche l'éjection du lait, donc il y aura un mauvais transfert de lait. Donc, la première chose à faire, c'est de soulager la douleur, effectivement, chez les mamans. Avez-vous des informations à transmettre sur le sommeil partagé et l'allaitement maternel? C'est une grande question que nous abordons aussi au réseau. On y a commencé à y préparer, on a commencé à y travailler. Oui, il y a un travail en cours pour l'instant qui a été un petit peu mis en stand-by là avec l'été, mais effectivement, il y a un petit groupe de travail qui
qui va essayer qui est en train de travailler dessus. Si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse, c'est pareil, n'hésitez pas à nous solliciter, à me contacter directement par l'intermédiaire de la fiche de contact du réseau, mais ça fait partie des travaux en cours du réseau. Des recommandations différentes. L'OMS préconise l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et en France, les recommandations d'alimentation préconisent une diversification à partir de 4 mois. Qu'en pensez-vous? Alors, je peux répondre parce que c'est ma pratique quotidienne que ça dépend des bébés. Le bébé qui est né à 37 semaines ou celui qui est né à 41 semaines, ils sont tous les deux considérés comme à terme et comme à 4 mois, alors qu'il y en a un qui a une maturité de 5 mois et l'autre de 4 mois, par exemple. Donc, il y a des enfants qui, effectivement, même allaiter au sein, vont avoir une appétence pour la diversification alimentaire à 5 mois. Comme en France, les recommandations, c'est la diversification entre 4 et 6 mois. Je ne vais pas empêcher un enfant de manger sous prétexte que les recommandations de l'OMS sont de 6 mois. Par contre, si un enfant ne veut pas manger, effectivement, je respecte en fait son besoin et son développement psychomoteur et psychosocial. Et donc, j'attends qu'il ait 6 mois et même parfois un peu plus quand il en a besoin avec un allaitement maternel exclusif. Donc, c'est l'enfant qui décide, et ni l'OMS, ni les recommandations nationales, en fait, pour moi. À condition d'être dans les limites, quand même, de ce qui est recommandé, bien sûr. Qui contacter pour mettre en place une formation des agents au sein d'un centre hospitalier? Alors, si la formation du RPO vous intéresse, je vous conseille de solliciter le réseau, toujours par le formulaire de contact sur le site internet. Sachez que cette formation de 2 jours en intra-établissement, c'est vraiment une formation qui est basée sur ce référentiel. On va encore plus loin, en fait, dans cette formation. Et donc, elle est ouverte à toute l'Occitanie. Voilà. Je vous ai remis le mail du contact dans le chat. Alors, après, j'ai un grand merci pour ce travail conséquent. Quel travail, bravo. Bonjour et bravo pour ce webinaire bien complet, tellement intéressant. Avec ces échanges, je n'ai pas vu noter que la fatigue est un facteur important dans l'échec de l'allaitement. Donc, on a parlé de la douleur. Est-ce que la fatigue est un facteur important dans l'échec? On se doit de toute façon, dans tous les cas, de prendre en compte l'état de la mère et la fatigue. Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle est morale? Est-ce qu'elle est justifiée aussi à travers l'allaitement? Ça, c'est au cas par cas qu'il faut l'évaluer. Je ne pense pas qu'il faut en faire une généralité. Et après, c'est, je pense, beaucoup en lien aussi avec tous les conseils de parentalité qu'on peut donner autour de l'allaitement. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Anne-Flore, mais... Oui, je suis tout à fait d'accord. L'allaitement, physiologiquement en soi, ne fatigue pas. Bien au contraire, puisqu'il va permettre justement à la mère de récupérer sur des temps courts, de façon plus, on va dire, plus importante du fait des sécrétions d'ocytocine, enfin bref, des hormonales, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, l'allaitement en soi ne fatigue pas. Par contre, avoir un tout petit bébé, c'est fatigant, surtout au vu des contraintes actuelles de notre vie. Donc, oui, il va falloir soutenir la maman et mettre tout en place pour limiter ces raisons de fatigue. Voilà. Mais ce n'est pas en tout cas une indication d'arrêt de l'allaitement, sauf s'il y a d'autres facteurs associés, bien sûr. Et en tout cas, c'est pour nous un signe d'appel de la mère et auquel il faut répondre et augmenter le soutien, ça c'est sûr. Alors, concernant la conservation du lait maternel au réfrigérateur pour un enfant accueilli en établissement d'accueil du jeune enfant ou chez une assistante maternelle, vous gardez 48 heures ou 5 jours comme le précédent référentiel de NGLR? J'espère qu'on a gardé 5 jours, mais je n'en suis pas sûre. Non, c'est 48 heures pour le référentiel qu'on a mis en place, page 65. Mais je tiens à dire que le référentiel n'est pas le document pour l'allaitement et le mode de garde, que ça reste Almoga sur le site du RPO, allaitement et mode de garde, et que sur celui-là, c'est bien 5 jours. Voilà. Donc, je pense que 48 heures, on s'est basé pour l'allaitement en maternité, donc en service de soins. Voilà, tout à fait. C'est ça.
Est-ce qu'on peut diffuser ce référentiel aux EAJE, LEP et CPTS? Non, enfin, pardon. Non, ce que je voulais dire justement, c'est que, à mon avis, il vaut mieux diffuser allaitement et mode de garde si c'est pour les LAP et les EJE, les crèches, quoi. C'est ça que je voulais dire. Alors, les CPTS, ce n'est pas les crèches, hein, c'est les… Non, j'ai entendu EJE, c'était pas la même chose. Hein. Ouais, justement, moi, j'allais rebondir sur les CPTS. Oui, Oui, parce CPTS. que voilà, les CPTS travaillent avec des libéraux et donc ils travaillent avec des médecins généralistes, des sages-femmes libérales. Donc, bien sûr, et le réseau, même, il souhaiterait, et tous les professionnels qui ont participé à ce référentiel souhaiteraient justement que ce référentiel soit largement diffusé. Oui, c'est ce que je disais au départ, mais là, je croyais qu'on était encore dans les modes de garde, excusez-moi. C'était la question. Alors, merci à toutes les deux pour cette présentation. Savez-vous où on peut se procurer un sein factice? Ça se tricote, apparemment. Ça se fabrique. Ouais, c'est ça. Si, il vous faut trouver… Sur YouTube, vous avez des tutos sur les sites d'accompagnement à l'allaitement maternel. Oui, vous avez effectivement des tutos pour, en tout cas, tricoter, il me semble. Il y a des personnes qui les vendent aussi. Moi, j'en avais rencontré aux Journées internationales de l'allaitement. Donc, sûrement que si vous mettez peut-être sein maternel ou dans les réseaux allaitement, je pense que vous pouvez en trouver des seins tricotés que des personnes font et vendent. Après, sinon, c'était sur les référentiels du groupe régional, enfin du GRAM, Oui. Il y avait effectivement un tuto. Fabriqué avec un bas, ouais. Tout à fait. Un ancien bas. Okay. Et des lentilles. Alors, une infirmière, Madame Justine Bernard, installée en libéral, une infirmière QS serait intéressée de faire partie du réseau et notamment des groupes de travail. Est-ce qu'il vous reste de la place dans les groupes de travail? Tout le monde est le bienvenu. Oui, oui, il reste de la place dans les groupes de travail avec plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, toujours par le formulaire de contact. Votre avis concernant la section du frein de langue? C'est pas, vas-y, je sais pas. Moi, j'en parle si tu veux, mais bon, la phrénotomie, on en parle un petit peu dans le référentiel, mais pas pour que ça soit fait de manière systématique. Tout a toujours à réévaluer. Il y a beaucoup de modes et beaucoup de choses qui font qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais non, quoi. Ça se réévalue et ça, lorsqu'on fait les formations en intra, on vous l'explique déjà. Ça demande à être formé. Il faut vraiment observer tout. Pas qu'un frein, il faut observer une succion, il faut observer un bout de sein derrière, il faut observer un transfert de lait. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'observation et même une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, je n'ai pas un avis comme ça, là, poum, il y a qu'à. Pouvez-vous réaliser des formations en crèche pour les professionnels? On le proposera au réseau. Pour l'instant, c'est vrai que la question ne s'est pas posée. Enfin, initialement, donc ce référentiel avait été créé, la formation derrière avait été créée parce qu'il y avait un besoin qui avait été évalué sur un besoin en maternité sur le démarrage de l'allaitement. Donc là, c'est un autre besoin. Il faudrait peut-être qu'on puisse évaluer, de voir si effectivement ce besoin existe ou pas. Ensuite, sinon, il y a des organismes de formation aussi qui font des formations allaitement qui sont un peu plus poussées. Mais en tout cas, nous ne connaissons pas ce besoin aujourd'hui à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai que ma casquette de coordinateur sage-femme du réseau, c'est les formations qu'on fait, ils sont en lien quand même avec aussi aux besoins de nos adhérents. Et à ce jour, les crèches ne sont pas adhérentes au réseau de périnatalité. C'est les établissements, les maternités, les professionnels libéraux. Les crèches ne sont pas des établissements adhérents au réseau. Après, comme disait Jessica, je pense que connaître, qui est quand même un formateur de référence, doit faire des formations spécifiques pour les crèches. À voir.
Alors, toujours sur le frein de langue, quelle conduite à tenir face à un frein de lèvres inférieur court? Donc, le frein de langue, c'est le frein de lèvres. Je pense que c'est comme le frein de langue, c'est quelque chose qu'il faut évaluer et c'est quelque chose qui fait débat. Je vous invite peut-être à vous mettre en lien avec une référence, on vous la mettra après tout à l'heure sur le chat, qui parle très bien de ça. C'est Madame Grémaud-Ferrer qui l'a écrit cet article et qui justement vous parle un petit peu de toute cette polémique ou cette discussion en tout cas autour des freins de langue. Je vous mettrai le lien, on vous mettra le lien tout à l'heure. Cet article est d'ailleurs en référence, dans les documents de référence dans la biblio du référentiel allaitement, puisqu'on y fait référence à un moment donné où en fait on explique tout ce que vous a expliqué Séverine tout à l'heure, où c'est une évaluation globale de la tétée, la succion, évaluer le bout de sein, le transfert de lait. Voilà. On fera peut-être une fiche sur les freins. C'est vrai que le sujet, on sait que de toute façon, il est d'actualité et que ça porte débat. Depuis 2 ans, c'est un sujet d'actualité. On avait été rajouter 2 fiches. Qui me disait que la phrénectomie était souvent demandée alors que... il n'y a pas toujours une belle indication. Voilà. Je crois qu'on a épuisé toutes nos questions-réponses, donc on a un petit peu d'avance au timing, mais ce n'est pas grave. Merci Dominique. Donc c'est Dominique Foissin qui nous faisait la lecture de toutes les questions que vous avez posées. Merci beaucoup de toutes ces questions. Voilà, on espère que ce webinaire vous a plu. On espère également que vous allez voir du coup et utiliser ce référentiel. Du coup, il y a un prochain webinaire jeudi, donc toujours à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, sur les mêmes horaires, de 13h à 14h, où les 3 maternités IHAB de la région Occitanie vont nous faire un retour d'expérience de leur démarche. Et vous allez recevoir... Oui, quand vous allez fermer votre écran, on me chuchote à l'oreille, vous allez avoir un questionnaire de satisfaction. C'est vrai que c'est important pour nous que vous remplissiez ce questionnaire de satisfaction pour savoir comment est-ce que nous, réseau, on peut s'améliorer. Et aussi, si vous avez des idées de thématiques que l'on peut aborder pour d'autres webinaires, même hors allaitement, hein, voilà, surtout n'hésitez pas. Merci à tous pour votre attention. Merci encore, docteur. Merci Séverine, merci Dominique, merci à tous. Juste, on nous demande si c'est le 20 novembre ou le 20 octobre. C'est le 20 octobre, excusez-nous, c'est une erreur, c'est jeudi, ce jeudi. Merci beaucoup. Au revoir.